Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des mercredis de l'expérience client avec un numéro spécial en direct dédié à l'Observatoire des parcours clients 2025. Alors, pour découvrir ensemble quelles sont les expériences clients préférées des Français, c'est une étude que nous propose Skippers et PMP Stratégie menée en partenariat avec l'IFOP, et nous allons la décortiquer avec Angelica Reyes, CMO de Skippers. Bonjour Angelica. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur ce plateau. Là. Merci. Merci. À vos côtés, Hervé Seboula, cofondateur de Skippers. Bonjour Hervé. Bonjour. Merci également. Et puis face à vous, Maurice Cotella, partenaire chez PMP Stratégie. Bonjour Maurice. Bonjour Alexandre. Alors Angelica, quelques mots déjà sur Skippers, dont l'une des forces, c'est de transformer entre autres les avis clients en levier de performance. Tout à fait. Donc Skippers, c'est une société française que peut-être beaucoup d'entre vous, et toi sans doute, vous connaissez parce qu'on a une marque grand public qui est très connue qui s'appelle Avis Vérifié. Et Avis Vérifié, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la possibilité pour les consommateurs de laisser leur avis suite à un achat, produit, une expérience avec une marque. Ces avis aujourd'hui comptent beaucoup. Plus de 90% des Français vont regarder un avis avant de faire un achat. Donc, c'est très important. Les avis, c'est ce qu'on appelle des UGC, mais des UGC, donc le contenu généré par les utilisateurs, donc User Generated Content. Il y a plein de formes différentes. Ça peut être un avis texte, ça peut être un post sur les réseaux sociaux. On va en parler, en fait. Les réseaux ont de plus en plus d'influence sur les décisions d'achat. Et chez Skippers, nous aidons les marques à collecter, à activer ces avis à grande échelle, ces UGC à grande échelle, parce que ce n'est pas simple. Merci beaucoup, Angelica. Maurice, la palette de missions de votre cabinet PMP Stratégie. Oui, alors PMP Stratégie, on est un cabinet de conseil en stratégie français avec une présence dans le monde. Nous, on est présent sur un certain nombre de secteurs d'activité, dans les télécoms, les médias, la mobilité, l'énergie, la banque et l'assurance et le retail. Et on accompagne nos clients sur deux grands domaines, qui va être un domaine lié au M&A, due diligence, private equity d'un côté pour à peu près la moitié de notre activité, et le reste plutôt sur du conseil en stratégie. Dans ce contexte, moi je m'occupe plutôt des sujets liés à la transformation de l'expérience client, la création de valeur, et toute la transformation des outils que peut être le CRM, etc. Et puis également de l'exploitation des données, notamment d'avis clients, qui peuvent être produits justement par des outils comme ceux de Skippers. Alors, cet observatoire, c'est plus de 33 000 évaluations qui ont été collectées, qui analysent la qualité de l'expérience client de 150 marques dans 18 secteurs clés. Justement, pourquoi cet observatoire? Quelles sont les attentes et les enjeux en 2025? Hervé, pour bien savoir, en savoir un petit peu plus sur cet observatoire, sa jeunesse, son histoire, sa méthodologie et son périmètre. Alors, cet observatoire, dont c'est la 4e édition, en fait, est né dans l'esprit des personnes PMP, Maurice en particulier, et Skippers, en l'occurrence Thierry Aubert et moi, parce que nous avions des clients, qu'ils soient communs ou pas, qui nous disaient « Mais comment se compare mon NPS, ma Customer Satisfaction, par rapport à celle de mes concurrents, ou voire celle des autres marques du même groupe ?» Et notre réponse était à chaque fois la même. Si on ne mesure pas exactement de la même façon, on ne peut pas comparer. Bien sûr. Donc ça nous a donné l'envie, l'idée de créer from scratch un baromètre qui a la méthodologie dont je vais détailler quelques éléments dans quelques secondes. Et ce baromètre va permettre justement cette comparaison des marques entre elles, qu'elles soient dans le même secteur ou pas. Et ce que l'on mesure dans ce baromètre, c'est le souvenir, finalement la trace mémorielle d'une expérience vécue. Pourquoi ? Parce que nous avons demandé à l'IFOP de faire une phase terrain qui a eu lieu en février 2025. L'IFOP est allé interroger sur un espace de 150 marques, 18 secteurs d'activité, 6000 consommateurs. Ces consommateurs avaient le choix du secteur dont ils veulent parler, la marque dont ils veulent parler, et même le moment de l'expérience client dont ils veulent parler. Et puisque c'est eux qui choisissent, ça signifie qu'ils choisissent de parler du moment qui est le plus dans leur mémoire, dans l'expérience qui a eu lieu dans les 12 derniers mois. Donc ces 6000 consommateurs qui ont choisi de s'exprimer sur les marques, ils ont
je dirais, un profil sociodémographique qui représente exactement la France, en termes d'âge, de CSP, en termes de région, etc. Et ces consommateurs, on leur a proposé donc d'évaluer, comme je le disais, 150 marques dans 18 secteurs d'activité sur 3 moments du parcours client. Ce moment, ça peut être l'achat ou la souscription. La souscription, si on parle d'un abonnement pour une banque, une assurance, etc. Ou alors l'utilisation du service en lui-même. Alors si on parle d'une assurance, ben, un sinistre, c'est le service en lui-même. Mais si on parle, par exemple, du retail, eh bien, on parle de l'utilisation du programme de fidélité, on parle du delivery, par exemple. Et évidemment, le 3e moment du parcours client, c'est le service après-vente. Donc c'est par exemple une réclamation. Donc ces consommateurs se sont exprimés sur ces moments-là pour ces marques dans ces 18 secteurs. Et ce qu'on est allé chercher comme KPI, c'est des KPI très classiques qui vont vous être détaillés ici, le Customer Effort Score, le NPS, des choses un peu plus, je dirais, en tout cas, que vous ne retrouverez nulle part ou presque nulle part. Novatrice, finalement. Très novatrice. Le premier, c'est le vecteur d'influence, c'est la réponse à la question « Qu'est-ce qui vous, monsieur le consommateur, madame la consommatrice, vous a poussé à commencer à choisir, à travailler avec une marque, à acheter auprès d'une marque ?» Autre élément très important, c'est lorsque vous avez commencé justement à acheter cette marque, est-ce que vous avez utilisé un canal digital ou un canal physique et donc parler avec un humain? Et le dernier élément qui est encore plus intéressant parce qu'on touche au ROI de l'expérience client, c'est l'engagement. C'est-à-dire si dans le futur proche, monsieur le consommateur, madame la consommatrice, vous avez besoin de nouveau de ce service ou de ce produit, est-ce que vous pensez consommer plus ou beaucoup plus de la marque que vous avez déjà consommée, moins ou beaucoup moins, voire l'arrêter? Et là, on a un réel KPI sur l'engagement et donc du prédictif de chiffre d'affaires hyper intéressant. Effectivement, on va découvrir ça un petit peu plus en détail. Angelica, il y a un premier indicateur qui a été étudié, c'est ce que vous appelez le vecteur d'influence. Tout à fait. Tout à fait. Gros sujet pour les marques qui investissent énormément en publicité, qui commencent à investir aussi sur d'autres canaux. Et c'est très intéressant pour les marques parce que, comme disait Hervé, qu'est-ce qui incite en fait un consommateur à rentrer en relation avec cette marque? Donc là, on a des choses intéressantes et bon, parfois on est surpris, mais des secteurs par exemple comme la banque ou l'assurance, c'est l'entourage qui va avoir un impact très fort. Donc, grosso modo, on va regarder le bouche-à-oreille, effectivement. On a posé 3 questions. C'est quels sont les vecteurs d'influence? Donc, ils pouvaient choisir entre l'entourage, la publicité ou les avis, que ce soit les avis clients ou consommateurs. Donc, ou l'image de la marque, bien évidemment. On peut se dire que la publicité, l'entourage vont influencer dans cette image de marque. Et ce qui ressort, c'est très intéressant pour des secteurs, comme je disais, la banque ou l'assurance. L'entourage a un poids extrêmement fort. Et on dit souvent, on choisit la banque de ses parents, on choisit l'assurance de ses parents. Et on le voit, à l'écran d'ailleurs. On le voit à l'écran, tout à fait. Le poids de l'entourage, en fait, pour ces secteurs. Pour d'autres secteurs, on voit qu'il y a une part d'influence. Je disais 90% en fait des Français vont aller regarder, consulter un avis. Je pense que c'est le cas pour nous tous avant de choisir un produit ou un service. Et on voit que ça commence à avoir un poids très important sur certains secteurs, comme par exemple les livraisons colis. Tu as un choix quand même très important. Tu veux être sûr que ton colis va être livré à temps. Donc, encore une fois, le poids des avis extrêmement fort. Et ce qui est très intéressant, c'est le poids de l'influence dans des marques, comme dans des secteurs comme le luxe, où on voit que ça commence à prendre un poids non négligeable, notamment quand tu vois la publicité en fait qui est investie par les investissements forts qui sont faits par les marques, les maisons de luxe dans la publicité. Je vais te donner un exemple qui est pour moi très parlant, justement des marques qui ont fait ce choix d'utiliser l'influence pour se faire connaître, notamment des marques qui veulent se rajeunir un petit peu.
eux. Donc, on a un cas client intéressant qui est Vanessa Bruno. C'est du prêt-à-porter. Hein. C'est du prêt-à-porter, tout à fait. Donc, ta fille, que j'ai rencontrée l'autre jour, peut-être elle aime cette marque. Mais finalement, ils sont sur une clientèle qui est sur un âge un petit peu plus avancé et ils voulaient en fait être beaucoup plus pressants sur les 18-24 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel à des micro et nano-influenceurs pour se faire connaître. Et là, dans l'occurrence, ils ont lancé une campagne avec des micro et nano-influenceurs pour faire la promotion de leur sac iconique, tu sais, avec les paillettes, qui étaient derrière, en fait, alors que c'était les sacs iconiques en vente. Ça a super bien marché, à tel point qu'ils sont investis, en fait, pour amplifier les posts des influenceurs sur TikTok. Et c'est devenu le numéro 1, ce sac, des ventes, alors qu'il était loin derrière. Encore une fois, les poids des créateurs micro et nano-influenceurs qui ne sont pas rémunérés d'ailleurs. Ils reçoivent le produit, ils ne sont pas rémunérés. Et ils vont parler, bien évidemment, de ce qu'ils pensent du produit qu'ils reçoivent. Un sac qui vaut un certain prix quand même. Un sac qui vaut un certain prix et ça a très bien marché pour les ventes. Donc, et qu'ils ont vendu sur Vinted. Alors, ça, je sais pas. Non, je rigole. Vous avez aussi étudié le canal de prise en charge. En fait, c'est quoi? C'est le canal par où passe le client? C'est, comme dit CRV, on va aller chercher la trace mémorielle. Donc, on te pose la question, lorsque tu as fait appel ou lorsque tu es allé acheter ces services, quel est le canal par lequel tu as été prise en charge? Encore une fois, on est sur la trace mémorielle. Ce qui est très intéressant, bien évidemment, sans surprise, c'est que quand tu vas chez les pure players digitaux, Amazon par exemple, VP, forcément, tu t'es dit, je suis prise en charge par un canal digital. Et même si tu vas sur un site, tu peux avoir l'impression, et c'était quelque chose qu'on cherchait à savoir, tu peux avoir l'impression d'être pris en charge par un humain. Notamment, aujourd'hui, la plupart des sites, ils vont te proposer un robot conversationnel. Et c'est très intéressant, c'est ce qu'on voulait savoir. C'est la première fois qu'on pose cette question, donc ça va être intéressant de voir comment ça évolue. Si les gens se rendent compte qu'ils sont pris en charge par un robot conversationnel ou pas. Bien évidemment, qu'est-ce qu'ils cherchent les marques? Réduire les coûts, donc plus tu es digital, mieux c'est. Et bien évidemment, on veut garder une expérience humaine. Humaine, bien sûr. C'est super important. Donc, très intéressant, c'est que on voit certains, donc là, pour la slide qui est affichée à l'écran, on voit que, et d'ailleurs, on verra s'il y a une corrélation entre ces sentiments des prix en charge par un robot conversationnel. On le voit de manière très forte dans la location de voitures, dans la livraison colis. Et comme vont le détailler Hervé et Maurice, on voit que sur ces secteurs, on a une satisfaction client, un NPS qui va être moindre. Donc peut-être qu'il y a un impact. Et donc les marques qui vont se distinguer sont celles qui arrivent et qui réussissent à avoir ces prises en charge par exemple, un moteur conversationnel. Donc, on a l'exemple de la Poste colis courrier, qui aujourd'hui a un chiffre d'affaires très important en digital. Et pourtant, quand on pose la question, puisqu'on là, on ne va pas rentrer dans les détails des marques, les consommateurs ont une impression d'avoir été pris en charge par un humain. Ça, c'est très intéressant et ça, c'est exactement ce que cherchent les marques. Donc, à digitaliser, mais en gardant l'impression de ce contact humain. Donc, très intéressant et on va voir comment ça évolue l'année prochaine. Le cas, on le voit dans le titre, l'interaction humaine reste prépondérante, 2 sur 3 en moyenne. C'est extrêmement important. Dans la prise en charge, sauf dans certains secteurs serviciels. Et là, on voit que le digital commence à prendre le dessus. Oui, mais encore une fois, il est important, même si le digital prend le dessus, ce qui est important, c'est quelle est la trace mémorielle qu'on garde. On veut quand même que l'humain reste. Donc, plus l'humain est fort, ça veut dire que tu peux être très digitalisé, être pris en charge par un canal digital, mais le sentiment que je garde, c'est « Ah, j'étais pris en charge par un humain. Derrière ce bot, c'était pas un bot, c'était un humain avec qui j'étais en train de converser. »
qui est rassurant quelque part. Maurice, bien sûr, vous avez aussi travaillé des indicateurs plus classiques, hein, le Customer Effort Score et le Net Promoter Score. Si on porte finalement un regard intersectoriel, on constate quoi? Alors, ce qu'on constate déjà, comme l'a dit Hervé au début, on fait cette étude depuis, c'est la 4e édition. Ce qu'on voit déjà, c'est que en prenant un peu de recul sur l'historique, les données qu'on voit ici par secteur, qui sont globalement plutôt correctes, c'est des moyennes sectorielles. Hein, l'effort score, c'est un indicateur qui se lit un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que plus le chiffre est bas, mieux c'est. Donc, typiquement, dans les cosmétiques ou les GSA spécialistes, c'est des acteurs comme Picard, Grand Frais. On voit qu'on a des niveaux d'effort qui sont très très bas. Ça veut dire que l'expérience est très très bien vécue par les clients. À l'inverse, on parlait de la location de voitures ou de la livraison de colis, mais aussi dans les télécoms. Les choses s'améliorent, mais l'expérience reste encore un peu difficile pour les clients et on voit cette hiérarchie. Depuis la première édition, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une amélioration très nette de l'effort client qu'on observe dans les différents secteurs. Alors, on n'avait pas tous ces secteurs à la première édition. On a aussi, nous, progressé, on a étoffé au fur et à mesure. Mais en tout cas, ceux qu'on a mesurés, il y a une vraie évolution. On gagne 0,2, 0,3 points parfois par secteur. Donc, c'est beaucoup, en fait. C'est très, très significatif. Peut-être qu'on devrait préciser pour les auditeurs que 0,1, 0,2 points, c'est beaucoup. C'est-à-dire que lorsqu'on est, je ne sais pas si tu vas le dire, mais lorsqu'on est en dessous de 2, c'est vraiment une bonne expérience. De 2 à 2,20, c'est une bonne expérience. 2,20 de 40 moyenne, au-dessus de 40, c'est pas une bonne expérience. D'accord. Donc 0,2 points, c'est très important. C'est une grosse marge de progression. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. C'est qu'on observe, nous, en tout cas, qu'il y a une attention assez forte portée par l'ensemble des marques, des acteurs, pour améliorer cette expérience et on l'observe dans la durée. Le deuxième point, on regarde ça sur les différentes étapes du parcours client, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la méthodologie de mesure. Et on voit que c'est assez variable en fonction des secteurs et des moments de vie. Donc ici, on a représenté avec des bulles. Donc la taille de la bulle représente à peu près la proportion des évaluations clients par secteur pour chaque étape du parcours. Ce qu'on voit globalement un peu partout, c'est que de façon un peu naturelle, la gestion de problèmes, le SAV, est une mauvaise expérience. On est plutôt dans un effort très élevé. Je dirais presque à part dans l'assurance, où finalement l'effort est un peu moins élevé, mais 2,20, ça reste un effort quand même très élevé. On est plutôt dans le rouge, mais parfois on voit qu'on peut aller dans des niveaux d'effort encore beaucoup plus forts, notamment dans les télécoms ou dans les transports. L'autre élément, c'est qu'on voit que dans les activités plutôt de retail, on a un effort sur la phase d'achat qui est très bon. Et là, c'est des moyennes sectorielles, donc les valeurs de certains acteurs, les leaders qu'on trouve notamment dans le retail, qui peuvent être des acteurs, retail ou d'ailleurs digital aussi, hein, mais on a des gens comme Picard, Amazon, Verbaudet, Petit Bateau, qui ont des très très bonnes performances et qui donnent un petit peu le là sur le marché, qui est très intéressante. Ce qu'on observe aussi, on a regardé la perception de cet effort en fonction des tranches d'âge de la population. Donc là, on est sur la première tranche d'âge, la plus jeune. Hein. Donc là, on voit que on est sur un secteur, l'équipement de la personne et de la maison. On va regarder un autre secteur, on l'a fait sur chaque secteur, mais juste pour illustrer un petit peu la différence qu'il peut y avoir, c'est intéressant. Ce qu'on voit, c'est que toutes les catégories de population n'ont pas les mêmes références, n'ont pas les mêmes attentes, les comportements. Et donc, les 18-24 ans, alors que l'expérience est la même, les canaux sont les mêmes, tout est pareil, et ils ne vivent pas du tout l'expérience de la même façon. On voit un effet d'expérience sur la tranche 50-64 ans et un plateau qui est rapidement atteint. Quand on regarde les mêmes chiffres sur les mêmes tranches d'âge dans la banque, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout la même courbe. Pas du tout. Et là, on voit que, par exemple, la tranche 25-34 ans, où on est plutôt dans la phase où justement on va commencer à investir dans l'immobilier, la famille va s'installer, on va peut-être agrandir la voiture, etc. Donc la banque va être un peu plus importante dans la vie et le quotidien des Français. On voit ici que le niveau d'effort, d'un seul coup, il augmente beaucoup et on est sur une phase clé, un moment de vie clé pour le client et que ça redescend après progressivement avec
certainement un effet d'expérience, peut-être aussi des éléments liés au fait d'avoir un conseil dédié. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui peuvent expliquer ce type d'évolution, mais on voit que par secteur, le fait de prendre en compte l'âge dans la conception des parcours et l'adaptation des parcours pour pouvoir s'adresser à chaque catégorie de population est extrêmement important. Ouais, c'est assez impactant entre ces deux secteurs de voir, entre autres sur les 18-24 ans, c'est très intéressant. Hervé, vous avez aussi étudié un autre indicateur qu'on retrouve justement nulle part ailleurs, c'est ça qui est assez intéressant, c'est l'engagement client. Alors qu'est-ce qu'il recouvre et qu'est-ce qu'il nous révèle ? Alors, avant de parler d'engagement client, je crois que le NPS était aussi un élément important dont Maurice voulait parler, parce que je pense que ce qui va arriver juste après... Maurice... Alors, parlons du NPS, effectivement, Maurice. On va parler du NPS, désolé. Donc, le NPS, c'est un deuxième indicateur très important qu'on mesure. Ça fait partie, pour ceux qui ne le savent pas, des indicateurs un peu plus classiques. Et voilà, c'est un indicateur clé, référent. Alors, c'est vrai que nous, dans notre étude, voilà, on mesure les deux et on va le voir après, on essaie de les mettre en corrélation avec la valeur. Oui. Cette année, on a fait quelque chose d'un petit peu particulier parce qu'on a fait une remise de prix pour la première fois qui était basée sur le CES parce que ce qu'on veut mettre en avant, c'est l'impact de l'expérience vécue par le client et ce qu'il en garde en mémoire sur sa fidélité notamment. Mais on voit que voilà, le NPS, c'est un indicateur qui est très important et donc on voulait aussi le benchmarker. Et on voit des résultats, là aussi, entre les secteurs extrêmement différents, hein, puisqu'on part d'un NPS négatif dans la location de voitures de -5 à +33 en moyenne dans les cosmétiques. Donc là aussi, c'est des valeurs moyennes par secteur. Comme on est sur la trace émotionnelle, c'est des valeurs qui sont un peu plus faibles que ce que chaque acteur peut mesurer selon sa propre stratégie de mesure. Donc il ne faut pas comparer les valeurs, mais plutôt les classements. Ce qu'on voit ici, c'est que dans tous les secteurs, on a quand même un ventre mou qui est assez important. La zone grise, les passifs, autour de 40-45%, et un vrai réservoir de valeur pour les entreprises à exploiter. Donc là, il y a un énorme enjeu à comprendre ces clients, à les travailler pour les passer en promoteurs. Et on voit qu'il y a deux secteurs dans notre étude qui arrivent vraiment à bien le faire, c'est le luxe et la cosmétique. Oui. D'autres secteurs qui s'en approchent, hein, où on est à 39% de promoteurs, mais il y a toujours ce réservoir de passifs qui est important. Et après, il y a l'excellence opérationnelle qui intervient, et là, c'est les détracteurs qu'on voit en bas. Et on voit que certains secteurs, notamment ceux qui dépassent les 20%, sont plutôt en zone de risque parce que ça crée de l'infidélité client. En dessous, il faut aller chercher cette réduction des détracteurs pour justement éviter à la fois tous les coûts, l'insatisfaction et puis augmenter la recommandation client. Et c'est surtout un enjeu de différenciation sur le marché. C'est-à-dire que ce que les acteurs vont devoir aller chercher dans cet indicateur-là, oui, c'est comment je crée une expérience qui est suffisamment différenciante. Et donc, j'ai 10 points d'écart au moins de NPS par rapport à mes principaux concurrents pour que dans le bouche à oreille sur le marché, j'ai un bouche à oreille qui soit positif sur moi et pas sur mes concurrents. Et donc ça, c'est tout l'enjeu de créer ce différentiel. Et aujourd'hui, il y a une vraie emphase qui est mise par l'ensemble des acteurs pour être plutôt dans la zone haute qu'on voit ici. Et là aussi, depuis 2019, on voit une très nette amélioration des chiffres dans tous les secteurs. C'est plutôt très positif. Effectivement. Donc la question, d'ailleurs, on va parler, je pense à la fin, c'est comment tu transformes ces promoteurs en ambassadeurs de la marque. On voit que l'entourage, en fait, que les recommandations ont un point non négligeable. Et puis, comme dit Maurice, ventre mou, ceux qui sont neutres, comment les engager davantage. Donc on en parlera de ce que font quelques marques. Alors on va justement maintenant découvrir ce nouvel indicateur, l'engagement client, Hervé. Alors, merci. L'engagement client est en effet un indicateur très novateur, donc je vais peut-être devoir expliquer comment il fonctionne. Son objectif, évidemment, c'est d'arriver à percevoir pour les marques les risques positifs ou négatifs en termes de consommation future de leurs clients. Comment ça fonctionne ? On est allé demander aux consommateurs si dans le futur proche, vous avez de nouveaux besoins de ce produit ou de ce service. Est-ce que vous comptez consommer plus ou beaucoup plus de la marque que vous avez déjà consommée, moins ou beaucoup moins, voire à la quitter? Et puis il y a ceux qui disent je veux consommer pareil. Très bien. Et ce que l'on fait pour le calcul, c'est qu'on prend la somme de tous ceux qui veulent consommer plus ou beaucoup plus. On retire tous ceux qui veulent consommer moins ou beaucoup moins, voire la quitter. Okay.
Ça donne un score. Et ce score, on l'ajoute à tous ceux qui sont stables. Ça donne un engagement net. Et lorsqu'on regarde les chiffres qui sont actuellement projetés, qu'est-ce que l'on voit? On voit évidemment qu'il y a des grandes différences selon les secteurs. Il y a des secteurs pour lesquels l'engagement est très très fort. Alors c'est ceux qui sont à droite du slide que vous avez là. Lorsqu'on est au-dessus de 70%, c'est un bon score. C'est un bon score d'engagement. C'est plutôt positif pour le futur. Lorsqu'on est entre 60 et 70, c'est plutôt pas mal, c'est moyen. En dessous de 60, ça commence à être problématique. Et pour certains secteurs, lorsque c'est même en dessous de 50%, comme ici la location de voiture, on observe un réel désengagement des consommateurs. C'est-à-dire qu'il y a plus de consommateurs qui disent « je vais consommer moins, voire abandonner la marque », que de consommateurs qui veulent consommer plus. Donc c'est un problème. À l'opposé, évidemment, on a des secteurs pour lesquels ça se passe très bien, comme la cosmétique, la GSA, ça se passe plutôt bien. Et puis on a une atypicité qui est les marques de luxe, parce qu'on a énormément de consommateurs qui voudraient consommer plus parce qu'il y a une réelle appétence, évidemment, pour le luxe. Ouais. Pour autant, le risque inflationniste, en tout cas l'inflation qu'on a connue, fait que les moyens sont limités et qu'il y a certains consommateurs qui vont devoir consommer moins. Et donc, au total, puisqu'on fait la différence de l'un par rapport à l'autre, eh bien, on observe, je dirais, un engagement client un peu moins fort. Je précise que ici, on est dans l'intersectoriel, mais nous avons réalisé, évidemment, pour chaque secteur, cette même étude. Et donc, nous avons ce KPI marque par marque, et on a même, à la maille de la marque, on a même la dichotomie entre les consommateurs qui veulent consommer beaucoup plus et ceux qui veulent consommer plus. Ceux qui veulent consommer moins et beaucoup moins. Et évidemment, pour les marques qui souhaiteraient savoir comment elles se positionnent, et puisque c'est un peu prédictif de leur avenir en termes de chiffre d'affaires, celles qui voudraient avoir cette information, n'hésitez pas, il faut qu'elles nous contactent. Et on sera ravis d'aller les voir en one-to-one et de leur donner les résultats pour leur marque. Effectivement, il y a quelques secteurs qui sont concernés. Quand même. Oui, et puis on voit là-dessus également qu'il y a, selon les marques, évidemment, des grandes différences. Il y a un écart type qui est important dans l'engagement, mais ça n'étonne personne. Non, on est d'accord. Et alors, même si on est dans le vert, on veut savoir comment on se positionne par rapport à ses pairs. Par rapport à ses pairs. Et puis, l'idée, c'est aussi de toujours progresser, de faire encore mieux et de rester effectivement toujours dans le vert. Tout à fait. Avec les évolutions au fil du temps. Alors Maurice, concernant ces résultats, tous ces résultats, vous avez finalement réussi à les résumer dans une seule matrice. Oui, tout à fait. On a fait un exercice justement de mise en corrélation de ces trois indicateurs clés entre le Customer Effort Score, qui est à droite et donc qui se lit de façon inversée, c'est-à-dire que le bon score, il est dans le vert, donc le 1, c'est-à-dire que plus on est vers le bas, mieux c'est. Ouais. Le NPS qu'on a mis sur l'axe des abscisses, donc là, plus on est à droite, mieux c'est. Donc plus le score est élevé, mieux c'est. Et puis la taille des bulles qui représente le niveau d'engagement client. Est-ce que la base client est très engagée ou pas très engagée? Donc plus la bulle a une taille importante, plus la base client dans ce secteur est engagée. Ce qu'on voit ici, c'est que les secteurs où les niveaux d'engagement, le niveau d'effort et le niveau de NPS sont très bons, on a aussi les niveaux d'engagement client les plus élevés. Et donc on les retrouve plutôt en bas à droite sur le graphique, alors que ceux qui ont un NPS pas très bon, voire très mauvais, et un effort client assez dégradé, on les retrouve plutôt en haut à gauche, avec une taille de bulle, un niveau d'engagement client très faible. Donc là, ça permet de visualiser déjà d'une façon un peu macro sur l'ensemble des secteurs l'impact de l'expérience vécue sur la recommandation et puis surtout sur l'engagement client. On est allé un petit peu plus loin et on a regardé, on a pris quelques secteurs, là pour rendre le slide aussi un peu plus lisible, on a pris quelques secteurs et on a regardé les performances moyennes du secteur. Donc si je prends par exemple tout en bas à droite la cosmétique, voilà, on est à 80%, et puis Nux est le leader du secteur. Et on voit l'expérience délivrée délivre un effort client plus faible pour les clients de Nux que les autres acteurs du secteur, et un meilleur NPS et un meilleur engagement client. Et on retrouve ça dans tous les secteurs qu'on a analysés ici,
où on voit que le leader est systématiquement avec une base client plus engagée et qui est la résultante, en tout cas c'est ce qu'on met en corrélation, d'un effort client plus faible, d'un NPS plus important, et qui est aussi l'acteur qui est dans son secteur celui qui a les parts de marché les plus importantes. Si on prend l'exemple, évidemment EDF c'est l'acteur historique, Orange, Leclerc dans la distribution, Decathlon. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est dans l'assurance, où on sait que la Maif est un acteur référent depuis très longtemps, qui obtient de nombreux prix depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, c'est un secteur où les mutualistes font beaucoup d'efforts et obtiennent des très belles performances. La Massif, cette année, sur ce positionnement-là, en tout cas, arrive au niveau de performance de la Maif et on est très heureux que la compétition s'intensifie dans ce secteur. Oui, c'est effectivement, vous avez extrait chacun par secteur, chaque marque un petit peu qui est le leader et qui peut être un exemple pour les autres. Et justement, l'intérêt, c'est de savoir quels enseignements les marques peuvent tirer de cette masse de résultats passionnante. Alors, nous, pour faire assez simple, on tire 2 enseignements majeurs de cette étude. Le premier enseignement, c'est que les leaders, comme on vient de le voir, de chaque secteur, se distinguent. C'est ça. Et donc, sur l'expérience client, par le niveau d'effort produit, par la qualité de l'expérience client. Et donc, on l'a vu, c'est beaucoup de facteurs. C'est la place de l'humain, c'est l'excellence opérationnelle parce qu'on a moins de détracteurs. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. C'est aussi des acteurs qui obtiennent derrière une influence plus positive, on en parlait au tout début, sur la recommandation de l'entourage, sur l'image de marque qui est alimentée. Et donc ce niveau d'expérience alimente et devient, nous on le voit aussi d'ailleurs dans les stratégies d'entreprise, devient un axe stratégique. C'est plus un levier opérationnel ou un axe d'optimisation, c'est un axe stratégique. Pourquoi? Parce que la différenciation, de plus en plus, se fait sur l'expérience client. Donc ça, c'est le premier enseignement et qu'on démontre ici dans les indicateurs. Le deuxième enseignement majeur, quand on regarde l'indicateur d'engagement client, c'est qu'on a pas loin de 40% des clients qui ont l'intention de faire évoluer leur comportement d'achat à l'avenir. À la hausse ou à la baisse. Et dans les 2 cas, c'est important. Dans les 2 cas, il faut les identifier, il faut les travailler, il faut les animer, les reconnaître, les valoriser, et ils attendent ça. Et dans le cas de l'intention de consommation à la baisse, il faut éviter le churn, la réduction de consommation. Là aussi, il faut les identifier. Et tout le monde a son rôle à jouer, les canaux, les personnes qui sont en contact des clients, le digital sur ses process, la data sur l'analyse des comportements. Et donc, tout le monde a un rôle à jouer. Donc, et c'est un enjeu majeur parce que 40%, c'est beaucoup, et c'est un vrai puits de valeur pour les entreprises. Effectivement, c'est impactant, quasiment 50. Angelica, Maurice, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple tout à fait. Développé, justement. Tout à fait. Donc, il y a un sujet, en fait, sur lequel on accompagne chez Skippers, et on travaille avec PMP, qui commence à prendre beaucoup de poids, c'est les communautés clients. Les communautés vraiment comme vecteur d'engagement pour les clients. Aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de marques, pour fidéliser leurs clients, ils vont mettre en place des programmes de fidélité. Oui. Généralement, ces programmes de fidélité vont être très transactionnels, à savoir, si tu vas dans ton magasin, que tu achètes, tu as 5 points pour ton prochain achat, de réduction pour ton prochain achat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre le moment où tu fais cet achat et le moment où tu reviendras effectivement pour consommer ces points ou cette réduction, c'est transactionnel, il ne se passe rien entre ces 2 moments-là. Alors les marques... Plus de liens. Les marques, ce qu'elles veulent, c'est créer plus d'engagement. Plus d'engagement au travers d'un sujet qui est majeur, les communautés. On voit d'ailleurs, moi je prends l'exemple souvent de ce qui est pour moi un gros succès. C'est une société qui existe depuis un petit moment mais qui prend beaucoup plus d'ampleur. C'est Reddit en fait aux États-Unis, où tu vas trouver des forums en fait, des gens qui vont se retrouver avec des gens qui leur ressemblent. Parce que tu veux être en fait avec les gens qui te ressemblent. Et donc les marques, en créant ces communautés clients, vont réussir à développer un engagement beaucoup plus fort qui va aller au-delà juste de ces touches transactionnelles.
en utilisant différentes mécaniques comme la gamification. Aujourd'hui, c'est vrai que quand tu rentres en fait dans un programme, qu'on te propose de la gamification pour passer d'un pilier peut-être à un autre, où tu vas débloquer plus de points, plus d'avantages, ça t'intéresse, tu rentres tout de suite dans les jeux, où tu vas pouvoir avoir une relation plus forte avec la marque peut-être, puisqu'on va te faire découvrir, si tu fais partie de la communauté, des produits en avant-première, parce qu'on va t'inviter peut-être à des événements en magasin, donc intéressant parce que tu crées le lien du digital avec le store, donc le drive to store, donc plein de choses très intéressantes parce que tu vas pouvoir co-créer avec cette communauté. Bien donc sûr. il y a beaucoup de marques en fait qui vont utiliser les insights de la communauté pour co-créer, pour développer des nouveaux services ou des produits. Et donc aujourd'hui, les marques en fait qui vont réussir à passer justement de ces stades, juste programme des fidélités très transactionnel à un vrai engagement que l'on aujourd'hui se fait au travers de ces communautés des clients. Et je te donnerai 2 exemples en fait des marques qui le font très bien et pour qui ça marche très bien. Comment ils sont réussis à engager non seulement ces promoteurs mais aussi ce ventre mou pour être ambassadeur de la marque également. Je pourrais te donner quelques détails. Des communautés, justement, mais j'imagine que tout le monde est passionné par ce qui se dit sur ce plateau dans les mercredis de l'expérience client et que vous avez certainement des questions que vous posez et que vous souhaitez poser à nos invités sur le plateau. Donc n'hésitez pas à les poser online et on y répondra d'ici quelques minutes, bien évidemment. Alors justement, on revient à cette idée de communauté. Qu'est-ce que vous pouvez proposer finalement aux marques qui souhaitent simplement en créer, parce qu'effectivement, on voit l'importance d'avoir une communauté, ou finalement, peut-être aussi pour celles qui en ont déjà une, mais qui veulent la développer, voire la booster, voilà. Tout à fait. Donc, un vrai sujet aujourd'hui. en introduction, en fait, je te présentais Skippers. On est des marques à collecter, à gérer, à activer ces UGC, le contenu généré par les utilisateurs à grande échelle. Ça, tu peux le faire de 2 manières. Donc, en utilisant des micro-nano-influenceurs. Donc, on a une communauté de micro-nano-influenceurs que l'on propose aux marques, et donc, qui est mutualisée pour les marques. Et si tu veux vraiment développer ta visibilité sur les réseaux sociaux, un gros enjeu aujourd'hui, tu pourras le faire. Et on propose également une solution, en fait, une plateforme de gestion de communauté, un marque blanche. Et on a 2 exemples dont je vais parler aujourd'hui, qui permet aux marques justement de créer cet engagement au travers de cette plateforme aux couleurs de la marque. C'est complètement intégré dans l'univers de la marque. Donc, si tu as une application, ça peut être intégré dans l'application. C'est lié avec, par rapport à ta question, avec le programme de fidélité. Donc, si tu as déjà un programme de fidélité existant, il y a un lien, tu fais les liens entre les deux. Si tu n'en as pas, justement, beaucoup de marques vont utiliser ces programmes communautaires comme leur programme de fidélité. On a un exemple que j'aime beaucoup qui est Kiabi. Aujourd'hui, la communauté Kiabi a plus de 240 000 membres qui sont très actifs. Ils sont bien évidemment un sujet de comment faire en sorte que ma base client fasse partie de ma communauté. Donc, ils font beaucoup d'efforts auprès de leur CRM pour avoir des nouveaux membres. Et depuis qu'ils l'ont lancé il y a quelques années, ils doublent à peu près le nombre de membres par année. C'est une communauté qui vont animer énormément. Donc là, justement, je t'ai dit, c'est passer de ce point de fidélité très transactionnelle à des engagements vraiment très réguliers, parce que plus tu vas engager ta communauté, plus elle va être captive et pressante. Donc aujourd'hui, ils voient plus de 1 million d'interactions en fait avec cette communauté par mois. Et puis il y a un sujet qui est très important pour les marques, c'est comment j'utilise en fait cette communauté, ces créateurs, cette communauté des clients pour qu'ils génèrent des avis pour la marque, qui sont très importants, comme on l'a vu dans le parcours d'achat, pour la rassurance, pour la conversion. Et donc, les marques vont utiliser, donc c'est le cas de Kiabi, qui va utiliser les membres de cette communauté au travers des concours pour générer des avis. Ils font quelque chose de très intéressant aussi,
c'est ils lancent des co-créations. Donc, par exemple, quand ils veulent lancer un produit, donc il y a un lien très fort entre les personnes qui animent la communauté et les équipes R&D produits. Ils disent, OK, on va lancer ce T-shirt pour enfants. Est-ce qu'on fait sans manches ou avec manches, par exemple, ou on mange 3/4? La communauté participe, ils votent à la co-création et quelques mois plus tard, ils vont se sentir, donc, et je dis d'une certaine manière, ce qu'on est en train de voir, c'est que les marques, où il y avait les marques, les consommateurs, vont commencer à utiliser les consommateurs comme une extension de la marque. Les meilleurs ambassadeurs, parfois les meilleurs vendeurs, et même une source de co-création pour les marques. Donc, très intéressant ce que fait Kiabi. Et un autre cas... Juste pour Kiabi, 240 000 membres, c'est une grosse communauté, ça? C'est une grosse communauté, en fait, à l'échelle de Kiabi. Leur objectif, c'est de passer à 280 000 d'ici la fin de l'année. Et on a des plus grosses communautés, comme Carrefour, où ils sont plus de 1 million, en fait, des membres. Donc, Carrefour, ils ont un programme de fidélité, ils ont intégré la communauté, en fait, un lien avec le programme de fidélité. Leur objectif était, comme on disait, donc, de capter ces promoteurs, mais aussi de capter les gens qui sont neutres pour les engager davantage. Ce qui a été très intéressant, en fait, dans le cas Carrefour, c'est qu'ils arrivent à sortir une partie, en fait, des membres de cette communauté qui sont très engagés et qui vont être ambassadeurs de la marque, donc qui vont faire des posts sur les réseaux sociaux, qui vont être très actifs dans la création du GC. Ça, c'est extrêmement intéressant. On voit que grâce à la communauté, ils ont généré plus de 105 000 UGC. Et point très intéressant, parce que souvent, on challenge tout ça, on regarde, mais quel ROI si je mets en place ce type de programme? Pour Carrefour, ce qu'ils ont vu, c'est que ce programme communauté leur a permis de multiplier pour les membres, en fait, de la communauté leur panier d'achat moyen par 3. Donc là, pour le coup, je pense c'est gigantesque. C'est gigantesque et ça, là, on voit tout de suite tout le bénéfice, pas seulement au niveau de plus d'engagement, de la fidélisation, mais un lien direct avec les ventes, le chiffre d'affaires quand on arrive à augmenter ton panier moyen. Donc, c'est impressionnant. Très intéressant. Effectivement. Pour ceux qui sont peut-être membres de la communauté Carrefour, ma communauté, c'est Skippers qui et donc, qui est derrière. Vous pouvez épauler les marques qui nous regardent. Tout à fait. Justement pour soit créer une communauté, soit la faire exploser. Dans le bon sens du terme, bien évidemment. On va passer aux questions. Nous avons The Voice en backstage, Romy, qui nous fait part d'une première question. Alors, la première On est aussi question, dans l'oreillette, mais vas-y Romy. La première question est, avez-vous un avis ou un retour d'expérience à nous faire au niveau du B2B et des PME, et est-ce accessible sur un point de vue budgétaire? Intéressant. Plus petite structure peut-être. L'étude, elle est essentielle. Oui, pardon. Non, je vous en prie. L'étude est essentiellement sur le segment B2C. Donc, on a interrogé des particuliers, donc on n'a pas de données dans cette étude sur des segments entreprises, pro, etc. Donc, on ne peut pas répondre à la question. En revanche, on peut répliquer l'exercice, effectivement, pour une demande précise. On le fait d'ailleurs pour certains clients qui ont repris le concept de cette enquête, justement pour mesurer des indicateurs qu'ils n'ont pas l'habitude de mesurer et pour avoir ce panel de concurrence et définir un périmètre concurrentiel d'acteurs à mesurer pour se comparer. Donc ça, on peut le faire sur mesure et oui, en termes de budget, c'est accessible, bien sûr. Alors, pour compléter ce que dit Maurice, Skippers a parmi ses clients des clients qui sont business. Donc on a des clients, on est aussi en B2B. Donc on a des clients qui utilisent nos solutions pour faire de la mesure de NPS ou des avis clients et qui sont eux-mêmes du B2B. Et qu'on soit une PME ou qu'on soit une grande entreprise. Maintenant, si on parle de gestion de communauté, pour du B2B qui serait en fait du B2 Pro, c'est-à-dire des grosses communautés business, non pas des PME, mais des communautés business pour des grands acteurs de l'énergie ou des télécoms, etc., là, ça devient hyper intéressant parce qu'on peut traiter finalement les professionnels que sont les artisans. Prenons une société qui fait de l'énergie et qui aurait
énormément d'artisans et de professionnels du bâtiment, de l'électricité, etc., qui utilisent les services de cet énergéticien, eh bien, avoir une communauté d'artisans ou de professionnels qui eux-mêmes viennent faire produire du contenu, des UGC avec de la vidéo, avec des avis, etc., c'est hyper intéressant pour engager le reste de leurs clients. Complètement. Et c'est accessible, pareil, qu'une Et on a marque des B2C. cas, effectivement, comme tu le dis, Oui. qu'ils font, qui vont animer une communauté. Par exemple, une société, en fait, dans la cosmétique, qui anime une communauté des professionnels de la coiffure. Donc, des coiffeurs. Voilà. Donc, vraiment, là, on est dans du pur B2B. Alors j'ai une question qui se rajoute justement à ce sujet dans l'oreillette de la part de Hervé qui nous regarde. C'est est-ce qu'on peut imaginer avoir un observatoire dédié aussi au secteur public et services? Ça, Alors, il n'y a pas de raison de ne pas l'imaginer. Ouais. On ne l'a pas fait pour l'instant, mais il n'y aurait pas d'obstacle à aller utiliser, par exemple, un institut comme l'IFOP et tester auprès des consommateurs leurs avis et leurs recommandations, toutes ces KPI-là, sur ce que fait le service public, que ce soit les collectivités locales, l'État, les mairies. Il y a aucun obstacle à ce qu'on puisse le faire, il faut juste qu'on nous le demande et qu'il y ait un intérêt du côté des pouvoirs publics d'avoir ce genre d'outils. Si c'est le cas, on serait ravis de le faire. C'est tout à fait faisable. Comme tous les Français sont utilisateurs des services publics, on a une représentativité assez facile à faire. Donc ça serait très intéressant, effectivement, qu'on vous le demande. Une autre question de la part de Adrien. Comment peut-on avoir une présentation plus sectorielle ? Alors là, de nouveau, il suffit... Alors, je ne sais pas si on peut afficher à l'écran un email ou en tout cas Sinon, on pourra envoyer en fait aux Ouais. personnes qui regardent. Voilà. Alors, il suffit d'avoir un lien de communication, que ce soit un numéro de téléphone ou un email, et de nous le demander. Ouais. Et on sera ravis. Alors, pour les marques qui sont parmi les 150 qu'on a étudiées, on aura même le détail à la marque. Oui. Pour celles qui ne sont pas dans le panel, on aura très probablement leur secteur. Et donc, on sera ravis d'organiser avec elles, avec les marques qui le souhaitent, avec les personnes qui le souhaitent, une réunion, que ça dure 1 heure, 1 heure et demie, et on présente l'ensemble de cet observatoire sectoriellement parlant. D'accord. On a déjà fait plus de 50 présentations auprès des marques, justement, Donc, qui sont... qui sont pour beaucoup qui sont dans le panel. Ouais. Merci. J'ai encore une question de la part d'une jeune femme. Camille, comment peut-on objectiver le ROI d'une démarche visant à diminuer le score CES ? Alors, nous, c'est vraiment ce qui nous anime dans cette étude, donc merci pour la question. C'est vrai que c'est ce qu'on essaie de mettre en évidence dans ce baromètre, en mettant en corrélation justement les indicateurs très qualitatifs de mesure d'expérience client, que sont le NPS ou le CES, et l'intention d'engagement. Donc c'est ce qu'on voit ici et c'est ce qu'on a montré à la fin, et on voit bien qu'on établit des corrélations très très fortes. L'enjeu, la plupart du temps, il est lié à la connaissance client et à la data qu'on peut avoir et au niveau de finesse de mesure de ces indicateurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à travailler cette mesure du CES par étape de parcours sur les moments clés, pouvoir évaluer l'impact que ça a sur les principales attentes clients et de pouvoir le faire à la maille du client, quasiment, parce que plus on est à la maille individuelle, mieux c'est. Et donc, ça nécessite... voilà. Mais évidemment, c'est faisable et c'est une recommandation même importante. Non, mais voilà. C'est une recommandation dans le sens où, derrière, ça alimente les stratégies marketing. C'est-à-dire que plus on a de la connaissance client sur son retour d'expérience, ce qu'il a vécu, ce qui va impacter son comportement futur, plus on va pouvoir déterminer les stratégies relationnelles pour lui. Et ce que le client attend aujourd'hui, c'est une stratégie qui le concerne. Il n'attend pas quelque chose, un message générique, il veut un message extrêmement personnalisé. Si je peux compléter ce que vient de dire Maurice, c'est la 4e édition de ce baromètre. Oui. Et on a vu une évolution au fur et à mesure des éditions qui montre que
Globalement, Maurice le disait tout à l'heure, l'expérience client est de mieux en mieux vécue, c'est-à-dire elle est de moins en moins difficile. Le CES s'améliore, le NPS aussi, et on voit de façon corollaire que l'engagement client grandit. Donc on a déjà ici une première perception qui est plus j'améliore en tant que marque, plus j'améliore l'expérience de mes clients, plus mes clients sont engagés. Ça, on a déjà un élément ici de ROI. Maintenant, évidemment, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est identifier les clients qui sont promoteurs, identifier les clients qui ont un Customer Effort Score qui est bon et mesurer dans le temps leur engagement par rapport aux clients qui, eux, ne vivent pas une bonne expérience. Et là, on verrait, et j'en suis convaincu, nous en sommes tous ici convaincus, on verrait de manière chiffrée qu'une bonne expérience client égale plus de chiffre d'affaires. On a fait l'exercice pour un client où on a croisé justement ces données de satisfaction, d'effort, de NPS. Parce que la chance qu'on avait chez ce client, c'est qu'on avait des cohortes de clients qui étaient dans tous les types d'enquêtes. Et donc, on a pu récupérer des mêmes clients qui ont répondu à des enquêtes de satisfaction, d'effort, de NPS, et de comprendre en fait les corrélations qu'il pouvait y avoir entre les indicateurs. Et qui montraient justement une corrélation très très forte entre le niveau de valeur d'un client, le niveau de risque de churn, parce qu'on a corrélé ces données-là avec la valeur du client, son panier moyen, son taux d'équipement, son churn, etc. Et puis le lien entre le NPS et puis les autres indicateurs, satisfaction, CES. Donc ça, c'est ce type d'approche qui permettent d'objectiver les chiffres au niveau d'une entreprise et qui commence par le fait de définir une stratégie d'enquête et d'avoir un certain nombre d'éléments qui permettront de faire les analyses. Et désolé, j'y pense, j'aurais dû le dire tout à l'heure, mais lorsqu'on regarde la gestion de communauté, on avait tout à l'heure sous les yeux le slide Carrefour. Oui. On a 1 million de... Arrête-moi si je me trompe, on a 1 million de personnes qui sont dans la communauté. Oui. Et pour ces gens-là, le panier moyen, ou pour une grande partie de ces gens-là, le panier moyen a été augmenté de 3,8 fois 3. Un panier moyen d'une personne, le spécialiste du retail, c'est quoi? C'est 200-250 euros par an? C'est 500 euros de dépenses mensuelles et c'est 250 dans une marque. Ok, 250 voilà, dans une marque. Si le panier moyen est passé de 250 à 750 ou un peu plus, c'est-à-dire il y en a 500 euros d'augmentation de panier moyen par personne qui est dans le programme de communauté, bon, si on a 1 million de personnes dans la communauté, on voit tout de suite le lien vers le chiffre d'affaires. Bien sûr. Voilà, donc il n'y a pas de doute. Merci beaucoup. Cet observatoire du parcours client, c'est absolument passionnant. J'imagine que certains d'entre vous sont très intéressés pour leurs entreprises. Alors, vous n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de Skippers qui seront là pour vous rencontrer. Et PMP, bien évidemment, c'est une Dream Team. Vous rencontrer, vous développer un peu plus et peut-être être directement sur votre secteur qui vous concerne. En tout cas, merci beaucoup, Angelica, Hervé et Maurice, d'être venus sur ce plateau. On était ravis de faire ce mercredi d'expérience client avec vous. J'espère que ça vous a apporté beaucoup d'informations. On se retrouve bien évidemment très très bientôt pour un nouveau numéro, mais en attendant, prenez soin de vous. Ciao.